Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce samedi 25 septembre. Et oui, l'automne est déjà arrivé, comme disait Jean Ferrat dans sa magnifique chanson de la montagne. Et à côté de moi, j'ai une montagne de jardiniers. Il s'appelle Roland Motte, vous le connaissez. Bonjour Roland. Je m'évertue à faire un régime. Merci Patrick. Bonjour Patrick. C'était pas sur le plan physique que je le voyais. Pardon, autant pour moi. Sur le plan de la compétence. Oh, bah dis donc, bravo. Alors merci d'être toujours présent sur ce podcast. C'est quand même notre 24e émission. Et je vous rappelle que vous pouvez la voir soit en vidéo, comme ici sur la chaîne News Jardin TV, ou évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Nous sommes le 268e jour de l'année. Oui. C'est quand même quelque chose. En sachant qu'il n'y en a que 365, on se rapproche de la fin. T'es sûr? Oui. Tu es certain? Oui, j'ai calculé avant de venir. En fait, c'est un obsédé de Noël. Chaque semaine, il se dit « Ah, je me rapproche de Noël ». Le 3e jour du signe astrologique de la Balance, le 4e jour du mois de Vendémiaire, et oui, ça commence à sentir un petit peu le frileux, dans le calendrier républicain français et qui nous donne comme plante du jour le colchique. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Et oui, nous sommes en automne, comme je l'ai dit. Je voulais commencer cette chronique sur le colchique avec des vers sublimes de monsieur Guillaume Apollinaire. Il a écrit la chose suivante. « Le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissent, lentement s'empoisonnent. La colchique couleur de cerne et de lilas y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne. Et lentement ma vie, pour tes yeux, s'empoisonne. » Alors ça, je peux vous dire, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a scotché. J'espère que pour vous aussi. En tous les cas, restez scotchés avec nous. Et on va vous dire quand même quelques mots sur cette plante qui est fleurie en ce moment, dont on vous a parlé dans une émission précédente par rapport à la période de plantation et que l'on peut laisser simplement dans le jardin. Oui, laisser tout simplement dans une pelouse, dans les prés, c'est très joli. D'ailleurs, monsieur Apollinaire en parlait très bien. Et donc, c'est vraiment beau parce que c'est surprenant. Surprenant, pourquoi? À cette époque-là, on n'a pas vraiment grand-chose qui va pousser. Autant au printemps, on va voir les narcisses qui vont se développer. Là, il n'y a pas grand-chose. Et là, on voit arriver ces petites fleurs. C'est absolument magnifique et il n'y a pas d'entretien. Ça nous fait une sorte de nouveau printemps. Alors, c'est une plante quand même qui est dangereuse, je le rappelle, quand même. Elle est fortement concentré en alcaloïdes et c'est surtout dangereux pour le bétail. Sachez que la colchicine, donc, qui est l'alcaloïde contenu dans le colchique, peut tuer une souris en 24 minutes à raison de 0,1 mg de colchicine pure. Oui, d'accord. Donc c'est violent, hein, il faut quand même le dire, donc faites attention. Et puis, puisque j'ai commencé par une citation, je vais terminer ce bout de chronique par une autre citation de monsieur Darwin. Vous savez, Charles Darwin, qui était quand même un super naturaliste et qui écrivait beaucoup. Et à l'époque, ils avaient des manières de décrire les choses qui sont absolument surprenantes. Voilà comment il décrivait les organes reproducteurs du colchique. Il y a 3 pistils et 6 étamines. Et il dit... 3 jeunes filles rougissantes comme des nymphes impatientes et intrépides, défendues par 6 jeunes gaillards énamourés. Vous voyez quand même que les fleurs peuvent amener à écrire des choses qui sont magnifiques. Alors, magnifique aussi est l'œuvre de monsieur Jacques Garcia, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il est né le 25 septembre 1947. Et qui est Jacques Garcia ? Eh bien, Jacques Garcia, j'ai découvert ça, c'est un architecte-décorateur, mais qui s'est amusé, on va le dire comme ça, à créer un jardin, le château du Champ de Bataille. C'est un truc de fou, il faut le dire clairement. C'est 45 hectares, il a planté 10 000 charmilles, 35 000 ifs,
2500 tilleuls, des centaines de palmiers, 60 000 buis. Il a fait retourner plus d'1 million de mètres cubes de terre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut faire. Genre de petits trucs simples. Il y a 1,5 km à partir du château, de perspective. Vous avez 20 bassins, des fontaines, des fabriques. Enfin, un truc invraisemblable qui, évidemment, est ouvert au public, que je vous invite à voir. C'est peut-être pas l'archétype du jardin tel qu'on se l'imagine les uns et les autres quand on a l'habitude de se parler de nos petits jardins, nos plaisirs botaniques, etc. C'est une sorte d'œuvre à la Louis XIV du XXe et XXIe siècle. Je pense qu'il faut de temps en temps un peu de démesure comme ça. Le génie, c'est souvent là que ça s'exprime. Et je pense que c'est une œuvre qui perdurera si on arrive à la maintenir, parce qu'un jardin, comme on le dit, c'est souvent difficile à conserver. Mais en tous les cas, ça valait quand même le coup de lui faire une petite salutation, parce que mettre autant d'argent, autant d'efforts et faire travailler autant de monde pour un jardin, eh bien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Les dictons, mon cher Roland? Oui, eh bien, c'est Sainte-Soline aujourd'hui. Froid de Sainte-Soline, on ressort les capelines. Et oui, on peut penser ça, mais en général, quand même, on va pas être, avec le 25 septembre, trop au froid. Enfin, j'espère, en tous les cas. À la Sainte-Solène, de tous les fruits, les panières sont pleines. Oui, on en a parlé la semaine dernière, c'est quand même la grande période des récoltes. Et puis, on a, dans le même esprit, puisque c'est aussi la Sainte-Hermane, à la Sainte-Hermane, le potager est une manne. Ça sonne. Anaïs nous a écrit sur le site de News Jardin TV. Qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai lu que la cendre pouvait limiter le développement de la mousse dans le gazon. Qu'en pensez-vous, Patrick? J'en pense rien du tout. Pourquoi est-ce que j'en pense rien du tout? Il est rare qu'on ait un jardin de quelques petits mètres carrés, pardon, une pelouse. Il faudrait, pour que la cendre puisse éventuellement avoir un effet sur la mousse, et je vais vous expliquer après pourquoi elle pourrait avoir un effet, mais avoir des kilos et des kilos et des kilos de cendre, ça veut dire qu'il faudrait brûler des stères de bois. Ça n'a aucun sens. La cendre, c'est un produit qui est extrêmement riche en calcium, et donc c'est alcalin. Ça va augmenter le pH du sol, et on en a parlé aussi la semaine dernière de ces mousses. Généralement, ça pousse quand même plutôt dans des sols acide. Donc on peut imaginer, et je crois que c'est ce qu'elle a dû lire, notre chère Anaïs, quelque part, qu'en mettant de la cendre, on allait alcaliniser le sol et que ça allait réduire les mousses. Mais je trouve ça vraiment insensé. Alors, c'est pas faux, mais il y aura tellement peu d'effets. Voilà, non, mais c'est pas faux théoriquement. Oui, théoriquement. On peut parler quand même des cendres. Cendres de bois, on peut se permettre de les utiliser en saison contre les limaces, par exemple, parce qu'elles viennent se prendre les pieds dedans, mais bon, à condition qu'il ne pleuve pas. Ça, c'est aussi le truc génial. Le premier jour, de la cendre de bois, ça bloque les limaces, sauf que lorsque la cendre de bois est humide, eh bien, elle est plus rugueuse, et à ce moment-là, les limaces qui sortent que lorsqu'il fait humide, traverse évidemment les barrières de cendre. Et par contre, il y a souvent des questions disant il faut en rajouter justement dans le potager parce que ça va apporter de je sais pas quoi, ce que tu as dit, etc. Ça apporte du carbonate de potassium. Oui, simplement, il y a un autre problème, c'est que ça a tendance, et là je l'avais constaté sur un potager, à alourdir aussi le sol, et donc après il devient plus difficile à travailler. Donc c'est pas forcément un avantage à long terme. Alors si vous avez beaucoup de cendre, si vous faites une cheminée régulièrement, moi je vous conseille tout simplement de la récupérer, de la mettre au compost. Et puis vous mélangez avec tous les autres déchets et ça va donc apporter un peu de potasse. C'est pas mal, hein. La potasse, c'est quand même un des éléments nutritifs majeurs pour le jardin. Il semblerait également que mettre de la cendre de bois au pied des rosiers, ça a tendance à leur plaire quand même pas mal. Alors en l'enfouissant pas trop profondément, simplement par un petit griffage, bon, pourquoi pas. Oui, c'est pas perdu. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mes amis, je sens que vous allez me maudire, du moins certains d'entre vous, et peut-être d'ailleurs même mon ami Roland, parce que nous allons parler de lutter contre les rongeurs. Alors je sais que pour tous ceux qui habitent en ville, qui sont, je dirais, dans des endroits relativement aseptisés, la simple idée qu'on puisse avoir des rats, des souris, des mulots, des campagnols est complètement exclue. Ça ne fait pas partie de la vie du citadin. Sauf que, il faut quand même savoir une chose, c'est qu'on a chacun son rat. Il y a dans notre pays au moins
un rat par habitant. Et je parle de la France métropolitaine. Je ne parle pas d'une république bananière dans laquelle il se passe rien du tout au niveau sanitaire. On va vous donner quelques chiffres assez éloquents sur les conséquences de ce que peuvent produire les rongeurs par le fait qu'ils prolifèrent. Je voulais préciser d'une façon expresse que le fait de rencontrer une souris, un rat ou un autre rongeur dans son environnement n'est pas une maladie honteuse. Ce n'est pas forcément à cause de vous qu'ils sont là, même si ce sont des commensaux de l'humanité et qu'ils aiment vivre de nos peut-être erreurs, comme le dira Roland, mais globalement, ils ont, depuis des millénaires, bien avant l'avènement des villes, vécu au contact des humains, et ils ont choisi volontairement de le faire. Qui nous embête, pourquoi ? Parce qu'ils dévorent ce que l'on récolte, parce qu'ils souillent aussi les éléments sur lesquels ils peuvent se déplacer. L'urine de souris, par exemple, c'est quand même très très malodorant. Et surtout, et là je parle des rats, ils sont vecteurs de maladies extrêmement graves. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que lutter contre les rongeurs fait partie du quotidien. Maintenant, je laisse la parole à Roland parce que je sais qu'il n'est pas d'accord, parce que avec lui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'aime bien ta façon ambiguë de présenter les choses, mais on ne se refait pas, mon cher Patrick. Évidemment que l'excès d'un animal de compagnie comme le rat ou la souris, c'est toujours un peu compliqué, comme le chat en Australie par exemple, qui commence à proliférer de façon conséquente. Il va nous comparer les rats aux chats. Et oui. Moi j'aime mieux les chats qui mangent les rats. Oui, c'est ça, mais ils mangent tout. Ils mangent tout, ils ont tendance à éliminer aussi les oiseaux. Toute biodiversité, donc ça peut être un peu embêtant. Non, c'est simplement les conséquences de notre façon de vivre et de notre société. Et c'est grâce à nous qu'on a pu développer les rats, puisque à la campagne, quand il n'y a pas une concentration d'humains, eh bien, il y a beaucoup moins de rats et il y a un équilibre qui se fait avec les petits animaux qui viennent manger aussi ces rats. Ils font partie de la chaîne alimentaire de l'équilibre. Donc, et tu as raison, il y a un déséquilibre avec les rats et les souris, mais parce qu'il y a une concentration d'humains à un endroit qui laisse traîner toute leur bouffe à droite à gauche et ça pose problème. C'est pas simplement le fait de laisser traîner les choses à droite à gauche, c'est le problème de les produire. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où on récolte des choses, eh bien, les rats, les souris ont envie d'aller s'en nourrir. Il y a un problème de démographie avec les rongeurs. Ils sont un peu comme nous, ils sont capables de se reproduire toute l'année. Ils peuvent avoir jusqu'à 20 descendants directs par an et par femelle. Mais comme ils atteignent la maturité sexuelle à 3 mois, si vous faites le calcul, un couple de rats peut engendrer mathématiquement une descendance de 600 individus en un an, ce qui fait 250 000 en 3 ans. Alors bien entendu, c'est totalement faux comme calcul. C'est simplement un calcul. Parce que, comme le dit Roland, il y a quand même des prédateurs qui existent dans la nature pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Les premiers prédateurs étant les rapaces, et puis d'autres animaux comme les renards, par exemple, aussi. Donc tous les animaux qui sont carnivores se nourrissent principalement de rongeurs. Et les reptiles, des serpents, qui sont des gros consommateurs de rongeurs. Mais attention, imaginez un peu ce que je vais vous donner maintenant comme chiffre par rapport aux dégâts dont sont capables les rongeurs. Une seule souris, une petite souris, rien du tout, 5 cm, même pas, consomme 1,8 kg d'aliments par an. C'est-à-dire 72 fois son propre poids. Vous imaginez un humain de 80 kilos qui consommerait 6 tonnes de nourriture par an, multiplié par quelques milliards qu'on est aujourd'hui. La proportion de nuisances potentielles n'a rien à voir. Un surmulot, donc un rat d'égout, peut rendre impropre à la consommation 300 grammes de blé par jour, 110 kilos par surmulot. Là, on rigole plus. On est quand même sur des productions dont l'humanité a besoin simplement pour se nourrir. Et aujourd'hui, sachant toutes les méthodes de lutte qui sont mises en place dans l'ensemble des pays du monde, eh bien, les rongeurs détruisent environ 50 millions de tonnes de nourriture par an. Et quand on parle
de problèmes de la faim dans le monde, ils en sont un des vecteurs majeurs. Il n'est surtout pas question d'imaginer l'éradication des rats ou des souris. Pour une bonne raison, c'est que plus de rats, plus de souris, plus de rapaces, plus de beaucoup de choses, et puis tout ça, c'est l'effet papillon dont on parle. Globalement, la régulation des populations pour que l'on puisse avoir une prédation, c'est un prélèvement acceptable sur ce que l'on produit, c'est indispensable. La lutte anti-rongeurs est quelque chose d'obligatoire. On a une ville, on a du gaspillage alimentaire, on a des poubelles qui traînent, etc. Donc nous, humains, provoquons des déséquilibres en ne faisant pas attention à la nature. Et effectivement, l'effet papillon entraîne ce développement des rongeurs autour de nous. Oui, tu as entièrement raison. Moi, je suis d'accord avec ça. Simplement, on n'a pas comme mission, nous, à notre niveau de jardinier, de changer le monde et la nature des structures de société humaine. Je dis simplement que, en tant que jardiniers, qui sont plus sans doute confrontés à la présence et à la prédation des rongeurs que beaucoup d'autres personnes. Si vous habitez au 25e étage d'une tour dans une ville, vous avez peu de risques. Bon, on les voit, on se doit de prendre en compte le fait de pouvoir les éliminer si on peut. Parce que, rappelez-vous une chose, si vous voyez un rat, si vous le voyez, ça veut dire que vous en avez 50 dans votre environnement. Le fait de vouloir simplement éliminer ce rat, vous allez pouvoir sans doute réduire sa présence. Parce qu'ils sont malins. De toute façon, ils ne se laisseront pas avoir complètement. Et n'oubliez pas quand même cela, la dératisation est une obligation légale avec une loi qui date du 17 juin 1992, c'est l'article 119 du règlement sanitaire départemental. Tous les propriétaires d'immeubles ou d'établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent, et ça c'est le mot de la loi, prendre toute mesure pour éviter l'introduction des rongeurs. Alors, je sais que ça hérisse peut-être Roland dans cet esprit-là, mais à la campagne, ils peuvent être très bien, mais demandez quand même aux agriculteurs s'ils apprécient le fait d'avoir des campagnols des champs qui viennent tout leur bouffer leur culture. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Je voulais qu'on parle de ce problème. Après, je sais que une multitude d'entre vous va certainement écrire, se jeter sur le site pour dire oui, vous êtes un infâme personnage, etc. Parce que je sais aussi que les rats blancs, les souris, les hamsters, tout ça, on les fait comme animaux familiers. Mais n'empêche que si vous êtes confronté un jour avec des dégâts de rongeurs, eh bien, je pense que vous reviendrez un peu dans mon camp. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou des choses d'actualité intéressantes à nous raconter? Tu as parlé des gants la semaine dernière, moi je continuerai. Les gants Rostin, et là c'est justement des gants pour les gamins, enfants. 4 à 6 ans, 6 à 8 ans, il n'y a que 2 paires. Ils sont sympas, ils s'appellent les gants Eugène Rostin, tu vois c'est un nom bien jeune, c'est le père Eugène. Et alors ils sont vraiment très colorés, ils sont sympas, puis ça protège des griffures. Alors c'est vrai que nous les jardiniers, on a tendance à emmener les enfants ou les petits-fils, quelquefois dans notre cas, au jardin, pour leur faire jardiner, pour leur montrer des trucs, etc. Et les gants, c'est bien pratique parce que ça leur permet de se protéger un petit peu les mains. Il y a 2-3 épines, surtout quand on va dans les murs. Je suis vraiment favorable à la pratique du jardinage avec les gants. Alors, c'est pas toujours extrêmement pratique, mais par exemple, moi, je suis désolé, mais je préfère plonger mes mains dans la terre lorsqu'elles sont protégées. Parce que, comme tu le dis, il peut toujours y avoir un morceau de verre qui est là, quelque chose qui peut vous blesser. Et même si, et d'ailleurs je vous le conseille vraiment à tous les jardiniers, faites-vous piquer contre le tétanos, il y a un risque. Donc, parfois, on est obligé de les retirer parce qu'on manque de finesse au niveau, tout simplement, du toucher. Même si, d'ailleurs, la marque Rostin a travaillé là-dessus. Mais moi, je mets des bémols parce que je les ai essayés. Évidemment, on ne peut pas avoir la même protection. C'est agréable à utiliser parce qu'ils sont partis d'un principe tout bête. Ils ont pensé au smartphone. Mais oui, et oui, tous les gamins ont un smartphone, c'est évident. Donc ils sont compatibles avec les écrans tactiles. Si vous n'avez pas trop de terre au bout des doigts, eh bien même avec le gant, on arrive à faire tourner les pages de son smartphone. Alors ça, c'est anecdotique, mais ils l'ont fait aussi pour les individus adultes. Mais évidemment, vous n'avez pas le même type de protection qu'avec des gants assez épais, notamment quand vous travaillez sur des plantes
épineuse. Autre chose sur ces gants? Il y a un avantage aussi, c'est quand tu vas à la ruche, tu peux mettre des gants puis tu peux filmer, parce que je vais pouvoir jouer avec mon smartphone. Messieurs, bientôt vous aurez des images magnifiques de la ruche de Roland. De l'intérieur de la ruche. Même de l'intérieur et de l'abeille qui vient directement sur le gant. Alors moi, mon choix aujourd'hui, c'est quelque chose que Roland aurait pu aussi sélectionner parce qu'il aime bien ce genre de truc-là. C'est une start-up qui s'appelle Hortus Box et qui a lancé un nouveau service qu'ils appellent Hortus Mini. Ce sont des paysagistes, en fait, qui créent des dessins de jardins, de terrasses, de balcons, etc. Et le Hortus Mini, c'est pour moins de 40 mètres carrés. Et le gros avantage là-dessus, c'est essentiellement le prix. Parce que pour 49 €, donc si vous avez un balcon ou une terrasse de moins de 40 mètres carrés, eh bien on va vous faire un dessin complet avec le plan de plantation, le chapitrage de l'ensemble des plantes qu'il vous faut, etc. Donc ça, c'est pour tout simplement la petite partie. Mais si vous avez un grand jardin, c'est 349 €. Ça reste pas très très cher parce qu'un plan de paysagiste professionnel, ça peut vous coûter jusqu'à 1500. Il y a aussi le Hortus City, si vous avez un jardin donc moyen, c'est 149 € pour vous faire un plan de jardin. Donc je pense que c'est pas mal, c'est une start-up très récente, hein, ça a été fondé en 2019. Et voilà, donc simplement allez voir ce site, hein, Hortus Box, je trouve ça quand même assez sympa. Donne-nous un petit peu ton coup de cœur. Là. C'est un coup de cœur ou un coup de didon, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un sondage, c'est par Milestone System et BVA. Il adore les sondages. Ouais, j'aime bien, ça me donne des idées. Je me dis, tiens, mais que pensent les gens? Et donc là, les gens interrogés parlaient des villes de l'avenir, comment vont-elles évoluer? Et plus de la moitié des Français estiment qu'elles doivent être avant tout plus vertes et plus durables. Alors je ne sais pas comment a été posée la question. Ils sont 55% à dire qu'elles doivent être plus durables. Je suppose... J'ai pas le détail de la question, mais ça veut dire un peu plus écolo et un peu plus verte. Oui. Alors, moi, je me pose une question. 55%, c'est une catastrophe. Je m'attendais à 100% en disant, il faut des arbres partout, etc. Et c'est pire que ça. Plantation d'arbres et l'aménagement des espaces verts améliorerait également la qualité de l'environnement pour 4 Français sur 10, 40%. C'est tout. Alors tu vois, on se décarcasse à dire qu'il faut planter des arbres. Et puis, oui, mais c'est pas totalement étonnant. Il nous en manque 6. On a aujourd'hui plus de 75% de la population qui est urbaine dans notre pays. La projection à 2030, elle est à 80%. Donc nous avons plutôt une tendance concentrationnaire urbaine que, au contraire, une vie beaucoup plus naturaliste. C'est pour ça que de temps en temps, je râle parce qu'on nous raconte des sornettes par rapport à tout ça. Il faut être clair de temps en temps. On peut avoir une ville très verte. Avant de passer à la publicité, je voulais quand même vous dire que les 2 et 3 octobre, il y aura Plantes, Plaisir et Passion au château de la Roche-Guyon, c'est dans le Val d'Oise. C'est un endroit absolument magnifique où il y a une véritable fête des plantes importante avec beaucoup d'associations de botanistes, de producteurs, de pépiniéristes, etc. qui sont là. Et ne manquez pas d'y aller si vous avez la possibilité. Et donc, comme promis, c'est dû. Et bien voici une petite page de publicité. Eh bien, ça sonne de nouveau, Monsieur Roland. C'est Bruno Bertrand qui nous a écrit sur News Jardin TV. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, ils nous disent, puisqu'il y a Bruno et il y a Bertrand, qui nous disent que nous avons un lilas de 3-4 ans. Et l'originalité, c'est que sur une même branche, nous avons 2 couleurs, une mauve et une blanche. Est-ce courant? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, à mon avis, une mutation. C'est quelque chose de très fréquent. Alors, les mutations, elles arrivent à tout moment, de façon inattendue et bizarroïde.
Par exemple, je vais vous donner l'idée de ce que peut être une mutation. Vous connaissez sans doute le choisia Sundance, donc l'oranger du Mexique à feuillage doré, qui est né d'une petite feuille qu'un pépiniériste anglais a découvert subrepticement dans sa pépinière, où il devait avoir quelques milliers de choisias verts, et avec son œil aguerri de professionnel, ting. Alors quand je dis une feuille, ça devait être quand même une petite pousse, parce qu'une feuille, ça n'aurait pas marché. Il se dit, mais ce truc-là, il faut que je le multiplie. Il en a fait une bouture, ça a marché, et aujourd'hui, c'est quelques millions de choisias Sundance qui ont complètement colonisé nos jardins. Et ça, c'était quoi ? Tout simplement une mutation. Je vais vous donner un deuxième exemple. Ma petite jardinière, elle a la chance d'avoir un rosier à son nom, qui s'appelle donc Nicole Mulan, qui est un très très joli petit rosier, surtout une très très jolie rose. Et le rosier buisson, il n'est pas vraiment très costaud, sauf que, chez nous, eh bien, on a un rosier Nicole Mulan qui s'est mis à devenir grimpant. Ah bon ? Beaucoup plus costaud, et au lieu de faire le petit buisson de 70 cm, eh bien, actuellement, il fait 2,30 m ou 2,40 m. Ça aussi, c'est une mutation comportementale. Ce sont donc des choses qui sont assez régulières. En revanche, pour être intéressante, il faut que la mutation, elle soit fixée. Oui, parce que Bruno, là, il va pouvoir faire sa petite bouture, comme tu viens de l'expliquer. Donc, il peut déclarer un lilas Bruno Bertrand s'il le souhaite. Je vais vous donner un autre exemple. Il va le multiplier, mettons la partie blanche. Si demain, cette bouture qui grossit refait des fleurs roses, ça veut dire qu'il n'y aura pas eu de variété fixée. Ça sera une plante qui est un peu entre les deux. Elle n'est pas génétiquement très très bien établie. Et ça existe. Le Sansevieria, la langue de belle-mère, Sansevieria trifasciata laurenti, qui fait des bordures jaunes sur ses feuilles. Vous faites des boutures de ces feuilles jaunes, enfin bordures jaunes. On coupe les feuilles, on les plante, ça reprend très très bien. Jamais vous n'aurez des feuilles jaunes. Ça revient toujours vert. Donc c'est une variété qui n'est pas fixée. On peut peut-être un peu expliquer tout ça. C'est aussi comme ça qu'apparaissent des plantes à feuillage panaché. Voilà. Donc, est-ce courant ? Non. Est-ce anormal ? Non. Non. Mais Bruno, vous pouvez faire une bouture et peut-être obtenir un nouveau lilas, le lilas Bruno, en espérant qu'il reste fixé. Voilà, qu'il reste fixé. Vous cherchez la petite bête ? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous allons rentrer de nouveau dans une polémique insupportable avec une bagarre titanesque entre deux jardiniers que j'espère vous apprécier, y compris pour leur mauvais caractère. À savoir, faut-il faire ses graines ? J'aime pas d'ailleurs le mot faire ses graines, parce qu'on ne fait pas les graines. Mais est-ce qu'il faut, même pas récolter, est-ce qu'il faut propager les graines que l'on peut avoir récoltées? C'est ça le truc. Parce que récolter des graines, vous le faites régulièrement. Vous prenez des haricots secs, vous prenez des petits pois, vous avez récolté des graines. Mais ça, vous les mangez. Là, l'idée, c'est de récolter des graines pour les semer à nouveau et obtenir donc des plantes gratuites. Je laisse Roland prendre la parole parce que j'aime bien, tiens d'ailleurs, avant ça, vous donner ce proverbe chinois. Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui. Ça veut dire que dans la semence, il y a toute une promesse. Mais dans les semences d'aujourd'hui, on n'a pas non plus, comme Madame Soleil, l'idée de ce que sera l'avenir. Donc il y a quand même toujours une sorte de risque, je trouve, à propager des graines de plantes que l'on n'a pas forcément sélectionnées. Alors ça, c'est la nature qui le fait très bien pour nous. Effectivement, il y a de la certitude, mais c'est une reproduction sexuée. La nature s'en charge très bien sans nous. S'il n'y avait pas de jardinier, ça serait dommage, je te l'accorde, eh bien la nature se débrouillerait, elle ferait ses fruits, ses semences, et on obtiendrait tout un tas de choses. Oui, mais n'importe quoi. Non, mais pas n'importe quoi, la nature, c'est pas n'importe quoi. Ah non, mais si, justement. Non, mais la nature fait effectivement totalement n'importe quoi. Tout ce qui est basé sur le darwinisme, à savoir la sélection naturelle, c'est parti sur du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on fait tout un tas de choses, et puis seuls les plus costauds, les plus intelligents, les plus machins, survivent. Le jardinier ou l'homme, dans son travail, sélectionne
Et ça, j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on nous fait croire des trucs invraisemblables. Sachez une chose, c'est que tout ce que l'on consomme aujourd'hui, mais à 98%, sont des plantes qui ont été trafiquées, sélectionnées, mais depuis des centaines et des centaines, voire des milliers d'années. Quand on parle de l'olive, quand on parle du blé, quand on parle du riz, etc., ce sont des plantes qui ne sont plus naturelles, mais depuis longtemps. Donc arrêtons de mettre en exergue la nature qui, elle, de toute façon, se débrouille toute seule, mais pour elle. À partir du moment où on a créé une société humaine qui est strictement pas capable de se débrouiller toute seule dans la nature, sinon on serait resté dans notre grotte, eh bien, on est amené à faire des sélections. Et ça s'appelle l'agriculture, et ça date de 12 000 ans. Si on n'avait pas fait ça, on serait obligé soit de faire des prélèvements dans ce que la nature a bien envie de nous donner, ce qui fait que, vu le monde qui existe aujourd'hui au niveau de la population humaine, on ferait des ravages invraisemblables, et de toute façon, on ne serait pas capable de nourrir l'ensemble de la population. Donc, attention de ne pas confondre la nature, et encore je mets plein de bémols, parce que la nature en France, elle n'existe pas. La nature en France, c'est simplement un paysage qui a été construit par des siècles et des siècles et des siècles de civilisation humaine. Donc, tout ça, c'est régulé, et maintenant on dit, il va falloir laisser faire les choses. Non, moi je suis désolé, non. Alors récolter ces graines, c'est pas forcément tout laisser faire. Tu as l'air de dire que d'un côté on fait plus rien, de l'autre côté on fait tout. Il y a des fois quelques milieux, et le milieu ça peut être aussi de récolter. Alors je veux te dire récolter ou laisser faire ces graines. On a déjà parlé, on sait que pour les tomates c'est un peu compliqué parce qu'il y a les F1, mais quand tu vas laisser des bourrages se développer, c'est pas dramatique. Tu vas faire du semi-spontané. On les récolte pas, mais on aurait pu les récolter. Les soucis par exemple, tu vois, je les récolte, les capucines je les récolte et puis je ressème parce que c'est facile, hein. Parce qu'elles sont assez grosses, je les vois, ça tient dans la main, et là au moins c'est concret. Mais il m'arrive évidemment de récolter les graines pour pouvoir les déplacer, pour les mettre là où je le souhaitais. Et donc c'est pas incompatible, on peut très bien faire de la sélection et puis sélectionner ces graines manuellement pour les ressemer là où on le souhaite. Non mais là je suis entièrement d'accord, mais même 2000% d'accord. Où je ne suis pas d'accord, c'est de faire croire qu'il faut sélectionner vous-même vos graines comme on l'a fait il y a 10 000 ans. Aujourd'hui, il y a des professionnels formidables qui travaillent sur cela et qui vous améliorent en permanence. Les variétés, je suis désolé, les vieilles variétés sont moins bien que les nouvelles. Obligatoirement, alors pas surtout, mais elles sont moins bien. Pourquoi ? Parce que pour avoir le droit de s'appeler variété nouvelle, il faut montrer qu'on a créé une amélioration. Alors, cette amélioration, elle peut être sur la productivité, elle peut être sur la rusticité, elle peut être sur simplement la précocité, la résistance aux maladies, etc. Mais il y a une amélioration. Et c'est cette amélioration qu'on fait depuis 10 000 ans qui fait qu'aujourd'hui, on consomme des trucs à peu près consommables. Bon. Mais où j'étais d'accord 100% avec Roland, c'est que quand on prend des plantes qui sont de base, tu as cité la capucine, il y a quelques cultivars de capucines qu'on n'arrivera pas à transmettre sans passer par les professionnels, mais on va avoir des capucines, et ça, c'est pas avec ça qu'on se nourrit. Bon, il y a des légumes sur lesquels on peut éventuellement le faire, mais même, je suis désolé, un haricot vert, par exemple, qui a été sélectionné ultra fin, etc., si on récolte les haricots et qu'on les sème demain, on va avoir des gros haricots moches. Alors, oui, tu as bien sûr raison, mais tu me parles d'un côté des professionnels, de l'autre les amateurs. Il y a aussi les amateurs éclairés qui font également progresser, qui font des essais, des tentatives. Comment ça s'est fait, toutes ces sélections ? Ça s'est fait au fil du temps. Ça a commencé dans un village de la préhistoire où ils jetaient tous à un endroit les récoltes qu'ils avaient mangées, et puis ça a poussé. Ils se sont dit, tiens, on va prendre la plus grande, c'est la plus grande et la plus belle. Ce n'étaient pas des professionnels, ce n'étaient pas des marchands greniers, c'était des gens qui disaient, tiens, j'observe. Et donc, on peut aussi le faire à notre niveau, on peut le tenter en tout cas. J'interdis rien. Ah bon, tu m'as fait peur. Ce que je veux simplement montrer, c'est qu'il faut faire attention de ne pas donner de l'espoir sur des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que globalement, vous aurez toujours des meilleurs résultats en achetant vos graines chaque année chez un semencier avec une bonne marque. Il faut savoir aussi que les graines sont conservées de façon sérieuse, avec toujours des essais pour vous garantir un taux de germination, etc., etc. Ça, c'est quand on parle au niveau du potager, si vous voulez, des vrais bons et beaux légumes. Derrière ça, pourquoi pas, effectivement, quand vous semez des fleurs des champs, quand vous avez des plantes qui sont assez saintes, les laisser se balader, si on veut le faire.
par exemple, on a parlé des bisannuelles. C'est sûr qu'une digitale, par exemple, on va la laisser égrener naturellement, mais on ne la récolte pas. Et après, tu parlais de la sélection. Mais là, il n'y a qu'un amateur sur 10 000 qui s'amuse vraiment à faire de la sélection. La plupart des gens, ils récoltent ça comme ça, ils ressèment l'année prochaine, ils les ont conservés n'importe comment. Et pourquoi je râle par rapport à ça? Parce qu'il y a eu des exemples précédents. Je voulais vous rappeler une petite chose. L'ail. Lorsqu'on est arrivé dans les années 1980, peut-être même avant, toute la population de semences d'ail, et là que ce soit les professionnels ou les amateurs, était totalement virosée. Mais totalement. Et d'année en année, on récoltait de moins en moins d'ail, avec des gousses de moins en moins belles, ce qui a alerté l'INRA, qui a travaillé à la sélection, au nettoyage génétique de toutes ces sortes d'ail qui étaient cultivées localement, pour ressortir des variétés qui ont permis d'avoir une meilleure production, une meilleure qualité. Et pourquoi est-ce que l'on avait toutes ces variétés qui étaient totalement virosées et moches? Tout simplement parce que les gens, c'est tellement facile, chaque année, ils reprenaient les cailloux et puis vas-y. Donc on avait complètement entraîné une dégénérescence génétique des plantes et on risquait, à terme, de voir disparaître l'espèce. Oui, je te suis là en particulier sur les courges. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on peut donner. Moi, je ne récupère pas une graine de courge. On les fait griller, on les mange, c'est très bon, mais on récupère jamais. Pourquoi? Parce que on peut avoir une pollinisation avec les coloquintes et là, c'est extrêmement dangereux. On n'y fait pas gaffe parce qu'elle est facile à récolter. Elle est facile à récupérer, à replanter, à semer. Ou des fois, il y a ce semis spontané. On les sarcle systématiquement. On ne garde pas des courges que nous n'avons pas achetées en magasin. Je terminerai en rajoutant la chose suivante, c'est que si vous récoltez un jour justement des courges dont le goût est amer et désagréable, sachez que vous avez eu une hybridation involontaire et que ça, il faudra évidemment la virer. Gwenaël nous appelle. Et oui, on dit bonjour et bienvenue Gwenaël. J'ai un arbre adulte et j'aimerais le tailler pour éviter qu'il pousse trop en hauteur. Est-ce qu'il y aurait une méthode pour le contenir, le tailler pour qu'il conserve une taille gérable par un non-professionnel? Si je voulais être désagréable, je dirais Gwenaël, vous avez fait n'importe quoi et vous auriez dû vous renseigner avant pour utiliser la plante adéquate à l'endroit où vous voulez la planter. Voilà. Rassurez-vous Gwenaël, il n'est pas désagréable, il va donc reprendre son propos correctement. Le propos dit d'une façon un peu plus correcte, c'est, mon cher Gwenaël, lorsqu'on cherche à installer une plante dans un endroit qui est avec des dimensions limitées, eh bien on se renseigne sur la taille adulte de la plante que l'on va acheter, de manière à ce qu'elle soit adaptée au lieu. C'est un piège qu'on peut avoir en jardinerie. Par exemple, lorsque j'étais vendeur en jardinerie il y a bien longtemps... Ils vendaient n'importe quoi. Oui, bien sûr, je vendais surtout. Et donc on nous disait, tiens, je voudrais un conifère nain. Bon, regardez celui-là, il fait à peine 10 cm par an, c'est pas énorme. En fait, on revendait des Elwoody, par exemple. Ah oui. Qui font à peu près 6-8 mètres quand ils sont adultes. Voilà. Mais ça, on le racontait pas. Il y a aussi cette méconnaissance, ou dans mon cas, je suis le seul en France, attention, à faire de l'arnaque comme ça, et on ne connaît pas forcément la taille adulte, on oublie de demander la taille adulte de la plante, et ça c'est la première chose à faire. Ça c'est très très important. Alors le mot utilisé par Gwenaël, c'est contenir, on peut le faire. Pensez aux bonsaïs par exemple, qui sont parfois des arbres énormes, des pins, des chênes, que l'on garde miniatures par un travail constant. Dans un jardin, si vous voulez faire ce travail-là, ça va être extrêmement contraignant. Vous allez de toute façon épuiser petit à petit la plante. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire une chose comme ça, il faut le faire dès le départ. En aucun cas, on décide de ratiboiser de la moitié un arbre parce qu'à un moment donné, vous vous dites, non, là maintenant il est trop grand, il me plaît plus, il me fait trop d'ombre, j'en veux plus. Si vous en voulez plus vraiment, vous le coupez à ras, puis vous en mettez un autre plus petit à la place. Mais massacrer, parce que c'est vraiment le mot, une ramure et réduire une plante comme ça se fait trop souvent. Mais c'est criminel, franchement. Imaginez qu'on vous coupe les deux bras et puis on vous dit, maintenant tu te débrouilles. La plante, elle réagit et mal. Elle va souvent peut-être même avoir
un effet négatif avec la cime qui va redescendre et qui va être fichue. On a eu ça juste à côté de notre jardin, un type qui se croyait être un élagueur, il vous a ratiboisé un boulot, le boulot jamais il est reparti. Attention à ce que l'on fait à ce niveau-là. Après, est-ce que tu conseillerais quelque chose de gérable par un non-professionnel? Moi, je dirais à Gwenaël de le faire progressivement. Hein, c'est ce qu'on obtient sur les pommiers palmettes, par exemple, mais parce que c'est très progressif. Oui, mais on le fait dès le tout le départ. temps. Voilà, on le fait tout le temps dès le départ et c'est un suivi. Donc, Gwenaël, si vous avez besoin de réduire cet arbre, faites-le progressivement. Un petit peu la première année, un peu la deuxième, etc. C'est le seul moyen d'arriver à réduire un petit peu, mais contenir, c'est difficile. Un arbre, il a besoin de s'exprimer, d'être qui il est. Et si c'est 30 mètres, c'est 30 mètres. Voilà, surtout s'il a poussé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est là, ouais. Le réduire, c'est le massacrer. Donc, encore une fois, j'insiste, oui, on peut réduire la dimension volontairement d'une plante, mais comme l'a dit Roland, en commençant dès le départ. Quand on fait une palmette, on ne prend pas un arbre de 20 ans et puis on va faire une palmette. Non, on prend un jeune scion, ça a 1 an, et puis on le forme. Et maintenant, on va se mettre en forme avec un petit peu de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous sommes le 25 septembre. La semaine prochaine va nous emmener jusqu'au 1er jour d'octobre. Et il va y avoir un petit peu de travail à faire dans le jardin, parce que maintenant, bon, on a parlé la semaine dernière des récoltes, donc on ne va pas forcément y revenir, c'est à peu près les mêmes, simplement les variétés évoluent petit à petit. Qu'est-ce que tu vas faire de beau dans ton jardin ? Eh bien, la place est libre puisque nous avons récolté. Donc, il y a des pans entiers de terre qui se retrouvent à nu. Donc, on va occuper le terrain. Oui, je vais parler du potager. Tu vas pas parler de l'hiver, en fait, maintenant. Oui, préparer l'hiver, mais on peut faire encore quelques semis. Parce que semis si jamais, pour l'hiver. Ah oui, pour l'hiver ou pour la fin d'automne, parce que, espérons-le, on risque d'avoir un automne qui va être beau et se prolonger. Et ça permet de continuer un peu les cultures. On a 2 cycles. Hein, si on se remet à semer correctement, du coup. Ah oui, des radis, des choses comme ça qui vont vite. Les cycles courts, oui, c'est ça. Mais on peut faire aussi des cycles longs. Par exemple, tu n'as pas fait de choux cette année, parce que tu craignais des altises. Mais si tu les sèmes maintenant, tu auras des choux pour le printemps, ça peut être sympa. Oui, je me suis même posé une question assez compliquée, c'est de me dire, est-ce que maintenant, il n'y a pas 2 saisons pour le potager, printemps jusqu'au 1er juillet, juillet-août, on laisse tomber, et on reprend les cultures en septembre. Juillet-août, tu as les tomates, les aubergines, les poivrons, les melons. C'est vrai, mais avec les sécheresses que nous avons eues par les années précédentes, eh bien, ça calme un petit peu. Tu vois, les choux, c'était cette réflexion en disant, bon, on laisse du chou, puis finalement, c'est bourré d'altise de par la chaleur, de par l'excès de chaleur. Après, il y a les chouquels, hein, qui sont bien, qui sont sympas, qui pas les résistent chouquettes, quand même. attention. Hein. Non, chouquel. Alors, je déteste cette appellation qui est stupide, parce que vous savez que kale, K-A-L-E, c'est tout simplement le chou en anglais. Alors, le chouquel, ça veut dire chouchou. Non, en fait, c'est le chou frisé qu'on appelle aujourd'hui bêtement le chouquel. Donc, tant qu'à faire, disons le chou frisé. Alors, il paraît que ça aurait toutes les vertus du monde, ça, j'en sais rien. Non, pas tant que ça. En tout cas, c'est très bon en chips. Ça, c'est excellent. Les chips de panais aussi, c'est pas mal, ça. Ah, je connais pas. Ah, oui, tiens. Alors écoute, on a plein de trucs à découvrir. Je lui ai appris un truc, je suis content comme tout. Alors tu nous fais un engrais vert, t'as dit ? Oui, engrais vert, oui. Je mets beaucoup de facélie parce que c'est plus cool. Oui, c'est beau, c'est facile à sarcler aussi. Parce qu'une année, j'ai eu l'intelligence... De mettre du trèfle. Non, du mélilo. Ah oui ? Oh là là, j'en ai toujours. Le trèfle, ça serait pareil. Oui, c'est ça. Ouais. Donc il y a des engrais verts sur lesquels c'est sympa, on fait de l'engrais vert, on dit ça occupe le terrain, c'est bien parce qu'on connaît tous les avantages des engrais verts. Mais la facélie ne fait pas partie des légumineuses. Et moi, je pensais toujours qu'un bon engrais vert, ça devait être une légumineuse. Donc une luzerne, par exemple, un sainfoin. Pas forcément, parce que la première vertu des engrais verts, c'est le côté engrais, mais c'est le côté protéger la terre aussi. Oui. Donc, partant de ce principe-là, on peut mettre plus de choses. Et donc, la facélie est sympa. Comme tu dis, elle est jolie, elle pousse rapidement. Et surtout, on s'en débarrasse facilement. Si jamais elle se met à grainer, il suffit d'un petit coup de sarclage pour que ça disparaisse. Donc, tu la sèmes maintenant et elle va être coupée quand ? Si j'y pense, avant l'hiver.
avant l'hiver. Bah, Et normalement, on la voit quand même. bah oui, on la voit, mais après, c'est le temps, etc. Ouais, non, alors, Il- dis si tu as le temps. Oui, si j'ai le temps, voilà, c'est ça. Et si jamais j'ai pas le temps, je suis capable de la laisser et de la gérer au printemps. Oui, puis au printemps, elle va attirer les abeilles et tout ça. Oui, il paraît même qu'elle attire une petite bestiole qui vient lutter contre le ver des poires. Donc ça, j'ai pas testé un ce truc truc-là. extraordinaire. Oui, j'ai essayé une année de faire des endives. Alors bon, c'est facile de cultiver la racine, c'est après que ça se complique. Mais c'est donc long il faut- quand même déjà à c'est- produire oui. la racine. Oui, c'est long. Ça se sème très bien. Ça va tout seul. Et après, bah, tu as ces grands machins qui sortent. Et donc, après, il faut récupérer les racines. C'est un petit peu de boulot. Hein. J'ai un copain dans le Nord qui faisait ça parce que là-bas, c'est Bah oui. c'est le coin. Dans le Il avait Nord. carrément creusé un trou dans son jardin. Il avait fait une fosse recouverte avec une Ah oui, planche pour faire le dessus. forçage. Oui, pour Mmh. faire le forçage. Oui, parce qu'on n'a pas expliqué le forçage après des endives. C'est que normalement, on les met dans un récipient avec de la tourbe Ah ou bah, alors du sable. tu veux On que met je te la raconte racine. Oui, je veux bien, oui. Et j'ai préparé mais des centaines et des centaines et des centaines de racines d'endives. Donc on avait ces grandes chicorées, parce que ce sont des chicorées, Ouais. avec une grande, longue racine comme ça. Comme tu dis, hein, il faut déjà aller les chercher. Oui. Des feuilles comme on n'en peut pas. Et on avait la serpette de jardinier. On taillait le collet en pointe, en gardant simplement tout ce qui est vivant à l'extrémité, donc le cœur. Et on réduisait après la longueur de la racine. Et pourquoi on taillait le collet en pointe? Parce que c'est attaqué par la mouche de l'endive qui pond au niveau du collet. Et en décolletant comme ça, on enlevait tout simplement, on faisait déjà de la culture bio. Hein, Ah, on bah, traitait tu pas, vois que tu y viens. Et après, donc, on les mettait tout en rang et on faisait des endives. Quand vous faites un potager, faites quand même des choses qui soient intéressantes à la fois financièrement et productivement. Parce que faire ses propres endives aujourd'hui, tu viens de le dire, c'est quand même une galère. Vous allez occuper le terrain pendant je sais pas combien de temps pour faire les racines. Faut arracher ça, faut les préparer, faut les forcer. Il y a tellement Oui, mais il y a- belles et bonnes endives dans le commerce que je vois pas pourquoi on se casse la tête à faire ça. quoi. Non, il Franchement. y a aussi le plaisir. T'as pas le droit Mais de c'est dire pas un ça, plaisir, pas- c'est chiant. Mais non, mais c'est comme faire des boutures, c'est con. Alors que Ah non. alors que t'as plein Ah non. d'arbustes, tu vas dans une jardinerie, tu les achètes. Non, non, parce que faire une bouture, c'est justement créer quelque chose. T'es parti d'un bout de bois et t'as créé ta plante. Ça, c'est Eh formidable. ben, pareil, une vieille endive pourrie, et là tu as une super salade. Donc ça revient au même. Une super salade, ça revient au même. Pas du tout. Bon, bah écoute, on va s'arrêter là parce que j'en peux plus. On aura d'autres choses à faire la semaine prochaine. Et maintenant, on va passer à autre chose. Alors, si Joe Dassin allait siffler sur la colline, nous allons avoir Roland qui va aller surfer dans la ferme de la colline. Oui, à force de surfer, ben, je vais trouver sur des petits sites un peu sympas. Il s'appelle adoptezvotrearbre.com et c'est une bonne idée. C'est une exploitation agricole et dont les propriétaires se sont dit, bah, tiens, on va essayer d'améliorer le lieu où nous sommes. Bon, ils produisent, hein, ils ont une petite ferme, 22 Ouais, c'est, vaches. c'est de chez toi, ça, parce Oui, qu'ils c'est font des pas- mirabelles. Bah, c'est pas loin, oui, c'est pas loin, ils font de la mirabelle justement. Et donc, bah, à partir de 40 €, on va pouvoir planter une essence locale, on va parrainer une essence locale, ils s'en occupent. Justement, un mirabellier. ils vont Bah, faire. voilà, entre autres, un mirabellier. En fait, on leur achète une plante qu'ils gardent pour eux. Exactement, c'est bien vu. Bah, c'est intelligent. Ça permet... C'est de l'arnaque. Bah, non, c'est de l'arnaque. Quand tu mets de l'argent à la quête, c'est pareil, ça revient au même. Sauf que ça va être pour une exploitation agricole. On sait que les agriculteurs, c'est pas évident de s'en sortir Oui, oui. avec les conditions qu'ils ont. Donc là, bah, j'ai trouvé l'idée plutôt bonne et plutôt sympa. Et ça se trouve à Sionne, dans la colline de Sionne. Donc c'est très joli par là-bas. C'est en Lorraine. Vous tapez sur adoptezvotrearbre.com, vous envoyez 40 €, vous aurez votre arbre, vous avez des nouvelles de votre arbre et qui sera entretenu correctement. Et on a notre nom et on a le droit à quelques mirabelles quand même par an. Oui, pourquoi pas, ou quelques noyaux, à voir. Ça va être ça. Je vais aller dans des endroits que je ne vais pas habituellement. Ah. Parce que nous allons vous montrer un livre qui, je prépare mes potions pour le jardin. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je vais strictement rien faire, sauf que les auteurs, je les connais. Brigitte Lapouche des gens et son mari Serge Lapouche, qui sont des gens qui ont les jardins de l'Albarède en Dordogne. Nous avons eu l'occasion d'aller les voir avec Nicole et Miguel cette année pour faire un reportage que vous verrez bientôt sur News Jardin TV. Franchement, s'il y a des gens dans le bio qui sont pas des rigolos, eh bien c'est bien Brigitte et son mari Serge. D'abord, il faut voir leur jardin. C'est tout à fait dans l'esprit que tu aimes. Alors, il n'y a qu'une petite partie potager. Le jardin est plutôt ornemental, mais ils ont justement associé la croissance des végétaux locaux
avec des plantations supplémentaires. Donc il y a une intégration. Et en même temps, Serge est aussi un praticien du sécateur assez invraisemblable parce qu'il a réussi à fabriquer, je dis bien fabriquer, un paysage de buis sur une pente où il est impossible de monter. Vous voyez ce truc-là, et c'est unique, quoi. C'est vraiment Alors beau. c'est des Donc, formes, ça représente... ah oui, ça représente pas. C'est esthétique, c'est-à-dire que c'est une sculpture moderne du buis, vous voyez. Et non, mais le jardin de la Barrette, c'est quand même très très beau. Donc si vous pouvez y aller, vous les voyez, et surtout ils sont passionnants tous les deux parce que ils sont comme toi, ils font des expériences permanentes. Et ce livre, Je prépare mes potions pour le jardin, je peux vous garantir que ce qu'ils ont écrit là-dedans, ils l'ont essayé. Alors, ils ont peut-être un peu forcé la dose parce qu'ils sont quand même bio de chez bio. Hein, donc, des copains à toi. Non, mais si jamais il y a eu un puceron qui a eu une patte un petit peu de travers, ils vont dire « Ouais, c'est très bon pour les pucerons. Hein. » J'exagère peut-être un peu. Mais en tous les cas, sachez que ce livre-là, c'est pas un bouquin ressucé, c'est un vrai bouquin d'expérience, de gens qui ont expérimenté et qui savent très bien de quoi ils parlent. C'est chez Terre Vivante et c'est vraiment intéressant. Et comme tu m'en as fait la demande, je t'offre ce livre-là et tu vas les faire et après tu nous montreras comment ça fonctionne. Alors là, c'est un peu plus dans mes cordes. On est aussi sur faire soi-même ses plants de légumes et d'aromatiques. Bon, il y a les semis, mais il y a aussi les greffes et les boutures. Et ça, je pense que quand on est jardinier, le fait de multiplier ces plantes, c'est ultra valorisant. Et Jean Venot, dans ce livre chez Ulmer, vous montre ça avec beaucoup d'images. Vous avez la suite, l'évolution des semis, vous avez comment faire les boutures, etc., comment greffer. Donc je pense que pour un amateur, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est plus intéressant, c'est que par exemple, il va vous montrer des choses qu'on voit très rarement dans la littérature horticole encore pour les amateurs. Comment greffer des tomates ou des concombres ou des choses comme ça, on ne le voit pas très souvent. Oui. Donc j'aime bien ce livre aussi. Donc bon plan, et c'est un bon plan, je trouve, chez Ulmer. Alors, comment faire la différence entre un plant de framboise et un plant de mûre, nous demande un ami du Québec, Raymond Laflamme. Salut Raymond. C'est sympa. On aime bien aussi que le Québec nous parle de temps en temps. Alors, est-ce que tu fais une différence facilement entre la mûre et la framboise? D'abord le fruit, bien que nous ayons des framboises noires, mais on voit quand même la différence autrement. Framboise noire qui ressemble un petit peu à la mûre, mais qui est plus compacte. Le goût, évidemment, donc ça c'est les premières choses. Un aparté, nous avons sur New Jardin TV, je vais faire de la publicité, fait une vidéo très intéressante avec Pascal Garbe au jardin de la Connexie, au jardin fruitier, où on a essayé déguster des framboises. Et il y avait justement ces fameuses framboises noires qui sont particulièrement goûteuses, il faut bien le dire. Oui, un petit peu compactes. Elles ont besoin de beaucoup d'eau parce que s'il n'y a pas suffisamment d'eau, c'est un peu du béton. La ronce et la framboise sont deux rubus. Oui, deux rubus, mais il y a quand même des différences assez nettes. D'abord, la mûre, elle va être beaucoup plus volubique, va grimper beaucoup plus facilement, alors que la framboise, même si certaines cannes peuvent être assez grandes, ça va rester à une distance, raide, et puis une distance mesurée, alors on va dire 1,50 m maximum pour les grandes variétés. Ah, 2 mètres, facile. Hein. Ouais. Ah si, au jardin potager du château Colbert, on a fait quelques images là au mois de juillet. Ah oui, les framboisiers me dépassent. Moi, je fais 1,80 m, donc ils me 2 mètres, on peut dire quand même, facilement. Bon. Deuxièmement, les épines, elles sont quand même beaucoup plus conséquentes sur la ronce, parce que c'est des petits crochets finalement sur les cannes de framboisier. Oui. Ça accroche un petit peu, mais c'est pas aussi pointu que la ronce. Et puis la feuille est bien différente, parce que quand on retourne la feuille, c'est plutôt blanc dessous, alors que la mûre, elle est plutôt verte pâle. Et la différence est assez nette au niveau de la feuille. Et puis il y a une chose, il y a des stipules. Vous savez, c'est une sorte de petits bouts de feuilles à la base sur le pétiole, sur le roncier et sur la framboise, vous ne l'avez pas. Et il y a aussi sur le pétiole des épines sur la ronce et vous ne l'avez pas sur le framboisier. Oui, c'est vrai. Donc il y a quand même pas mal de choses. Oui. Peut-être qu'au Canada, c'est un peu différent, mais mon cher Raymond, voilà assez d'éléments. En tout cas, quand ça fructifie, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, pourquoi ? Au début, on peut se tromper. Parce que les mûres, au début, elles sont rouges. Oui, mais au goût... Les mûres rouges, c'est totalement infect. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier.
Alors nous allons essayer d'aborder un sujet qui est délicat, qui est controversé et qui est encore 100% d'origine anthropique. Vous allez dire, vraiment ils sont obsédés par l'action des humains sur la nature, mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui cette pression, elle n'a peut-être jamais été aussi importante et donc elle pose problème. C'est l'idée, ou plutôt l'histoire de la pollution lumineuse qui agit sur les animaux, mais aussi sur les plantes. On pourrait penser que le fait d'avoir un éclairage permanent, on va vous donner quelques chiffres après, vous allez voir, c'est éloquent, ne pourrait être que bénéfique pour les plantes, puisque la lumière est le facteur moteur de la croissance végétale. Oui, on avait d'ailleurs eu une question là-dessus en disant comment mieux éclairer mes plantes d'intérieur. Or, on se rend compte d'une chose, c'est que la présence de lumière 24 heures sur 24, notamment dans les zones urbaines, entraîne une perturbation sur les cycles photopériodiques naturels, c'est-à-dire la plante, comme tout être vivant, a ce qu'on appelle des rythmes circadiens. Nous sommes liés, dans notre métabolisme et dans notre comportement, à l'alternance du jour et de la nuit. Oui. Et il y a eu des expériences d'ailleurs avec des humains comme Michel Siffre, qui était donc spéléologue, voilà, je cherchais le mot, est resté enfermé des jours et des jours et des jours dans des cavités où il n'y avait donc pas du tout de jour et son rythme de vie s'est complètement modifié. Avec une luminescence permanente, on obtient aussi des perturbations, alors pas du même ordre, mais assez similaires. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup on se dit il y a un problème avec ça? Tout simplement parce qu'il faut savoir que la quantité globale de lumière émise la nuit a augmenté de 94% en 25 ans, avec l'extension des zones urbaines, des zones industrielles, le fait par exemple qu'en ville vous ayez des magasins qui gardent leur devanture illuminé tout le temps, vous avez aussi des affiches lumineuses, etc., etc., c'est absolument énorme. Et on a aussi plus en France qu'entre 12 et 15% de zones vraiment obscures la nuit. Donc ça pose des problèmes parce que les biologistes ont observé des choses et même, je dirais, des conséquences. Parce qu'on avait parlé de ça. Vous avez des fleurs nocturnes. Oui. Ces fleurs nocturnes, elles ne sont pas là simplement pour s'amuser la nuit. C'est parce qu'elles sont liées aux chauves-souris, la plupart du temps, ou aux papillons de nuit. Et d'ailleurs, les papillons de nuit sont en régression de façon considérable dans notre pays. Et moins de papillons de nuit, moins de fleurs nocturnes, etc., etc. Donc, aujourd'hui, on s'inquiète de savoir s'il ne faudrait pas créer des lois, tout simplement, pour obliger, alors ça serait peut-être pas mal non plus, ça réduirait la consommation électrique. On est quand même dans une période où on parle d'économie d'énergie. Ça serait peut-être une bonne chose à faire, de façon à ce que nos plantes puissent mieux tenir le coup. La lumière est liée à la sécurité. On a 80% de l'humanité qui vit avec de la lumière artificielle. Et donc ça a été inventé pour la sécurité, justement, parce que quand tu rentres la nuit, tu es bien content de voir clair. Ça permet d'éviter de marcher dans une bouse de vache. Mais pas que, d'ailleurs. Mais on s'est rendu compte, par exemple, à New York, que la chute des feuilles des arbres à l'automne, elle est reculée d'1 mois. Et donc ça impressionne en disant, 1 mois, oui, c'est pas grand-chose, ce n'est qu'un arbre, mais évidemment, il y a quelque chose qui va jouer sur le cycle des plantes. Alors, sur ce cycle, il y a des choses qui sont importantes parce que la perturbation qui peut être créée par cela, et donc qui commence par générer au départ une activité métabolique supérieure, puisqu'il y a plus de lumière, il y a plus d'activité, entraîne généralement un développement foliacé au détriment des floraisons, et donc des fructifications, et donc des potentiels de reproduction des plantes. Donc on est quand même sur des choses qui peuvent être dangereuses. Après, il faut savoir que en France, rien qu'en France, on a 11 millions de points d'éclairage public. Ça n'a strictement rien à voir avec la Belgique, par exemple, où toutes les autoroutes sont entièrement lumineuses et sont
recouvertes, on va dire, avec des lampadaires. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir. On a plus de 3 500 000 enseignes lumineuses. Et avec une durée d'éclairement qui est passée de 2100 à 3500 heures par an entre 92 et 2012. Vous vous rendez compte? Donc on a augmenté considérablement le temps de ces éclairages. Et aujourd'hui, on s'inquiète au niveau de nos végétaux, mais aussi au niveau du comportement des animaux nocturnes. Par exemple, on s'inquiète de la raréfaction des chauves-souris. Il y a la destruction de l'habitat, bien entendu, mais là, pour un animal totalement nocturne, à partir du moment où c'est la journée permanente, si on peut dire, évidemment, ça pose problème. Il y a eu une expérience en Suisse assez rigolote sur 14 parcelles. Donc c'est l'Institut d'écologie et d'évolution de l'Université de Berne associé à celle de Paris qui ont éclairé la nuit 7 pour voir la différence. Il y a 62% de visites de pollinisateurs en moins par rapport à celle qui n'est pas éclairée. Et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème aussi de pollinisation. Même avec la journée, les pollinisateurs n'arrivent pas à polliniser correctement les plantes. Donc les pollinisateurs nocturnes sont aussi perturbés. Donc vous voyez, la vie a besoin de la nuit, et ça sera, je pense, le mot de la fin. Bonne nuit à tous. Bonne journée, nous sommes quand même que le matin. Profitez de la lumière du jour. Ne mettez pas trop d'éclairage lorsqu'il n'en a pas besoin. D'abord, ça vous fera quelques petites économies qui peuvent être sympas. Roland, merci. Merci à toi, bien Patrick. ajouté, on s'est bien amusé. On espère qu'on vous a parlé aussi de façon intéressante, que vous avez pris plaisir d'être avec nous. On salue nos amis techniciens. Il y avait Stéphane, il y avait Miguel qui commence à fermer les yeux parce qu'à force de regarder 4 caméras à la fois, c'est très fatigant. Nicole, elle, qui a toujours son joli sourire, ma petite jardinière, je l'embrasse. Et puis Perle qu'on n'a pas entendue encore une fois, vraiment une petite merveille. Donc on vous dit à la semaine prochaine avec le plus grand plaisir et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.